And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ses révélations, c'est qu'elle cloche tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de 30 sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France. Bonjour à tous, c'est bien de nouveau le débat du dimanche. Tous les dimanches à, je sais pas, 18h, un truc comme ça. Bon, Tatiana, Michel, Ti et Philippe. Et puis moi. Voilà. Des pays différents. Nous allons traiter aujourd'hui, mon Dieu, de la rencontre d'abord Zelensky-Trump. Car moi, je trouve quand même qu'il y a des trucs qui sont très intéressants. Regardez ce petit extrait. Yesterday, I had a good opportunity to meet with the big American energy companies, and they're ready to help us. Yes, after all these attacks on our infrastructure, Russian attacks, and etc. And I had also meetings, thanks to your team. We had meetings with a good military companies. We spoke about air defense, and I want to share it after with details where we are. Donc, Zelensky n'est pas venu pour rien, en fait. Il a voulu contourner Trump. Oui, Philippe. Il a voulu contourner Trump et ça lui est retombé sur le coin du nez. Oui, mais il se fait aider quand même par des entreprises américaines qui essayent quand même de voir. Tatiana, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, BlackRock, il a investi 12 trillions dans cette affaire. Tu crois vraiment qu'il va laisser tomber comme ça? Non, c'est pas sérieux. Zelensky, donc international, notre grand vedette, que quand on lui a fait les commentaires sur son costume en disant Batiat, c'est toujours le même, il a dit écoutez, vous avez toujours le même président, alors vous avez toujours les mêmes costumes. Si vous voulez changer de costume, vous changez de président. Ça m'a fait bien rigoler, mais surtout, et c'est dommage qu'on ne le voit pas sur cette image-là, en face de lui, il y avait le ministre des armées, tu sais, le petit jaune là, Joe, comme ça, là. Il avait une cravate en couleur de drapeau rouge. Enfin, de drapeau russe. Ah, pas rouge, je me suis trompée. Les petites anciennes habitudes. Il avait une cravate avec deux couleurs de drapeau russe. Blanc, rouge, bleu. Oui. Ça pouvait être le drapeau français aussi, hein? Oui. Non, c'est pas dans les mêmes, dans l'ordre. J'ai vu ça. C'est pas dans les mêmes ordres. Et peut-être pas dans les mêmes, on va dire, situations. Mais ça, c'était bien et les Russes, ils sont bien marrés là-dessus. Oui, mais enfin, le ministre en question avait menacé la Russie. Il n'a pas menacé la Russie. Il a dit aux Européens que vous êtes très forts, vous êtes très braves. Il faut absolument faire la guerre avec des méchants russes. Il faut absolument qu'ils vont nous acheter tous les armes. Vous nous avez promis. Alors, hop, 5% par ici. Voilà. Ça tient plus du discours pour faire voir une certaine image, mais la messe a déjà été dite. La messe a déjà été dite entre Trump et Poutine. Ça, c'est juste pour animer la galerie. Ça me fait penser à cette chanson de Dalida, parole, parole, parole. C'est ce qui s'était en train de se passer en ce moment ici. Exactement ça. Encore je vous ai des mots, toujours des mots. Rien que des mots. En Alaska, ils ont déjà trouvé un accord. Après, qu'est-ce que tu veux? Ni Zelensky, ni Euro-Atlantis ne vont pas céder. Ils ont investi beaucoup trop d'argent dans cette affaire-là, donc ils ne vont pas céder comme ça. C'est pas de bol. Donc, on va gentiment préparer, on va dire, les chutes de toute cette petite affaire. Mais je veux dire, les États-Unis aujourd'hui n'ont plus des moyens, tout comme l'Europe, ils n'ont plus des moyens de faire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'ils négocient, c'est pour ça qu'ils sont dans cette situation-là. Ce n'est pas parce qu'on fait confiance en Trump. Non, c'est parce qu'on sait qu'il n'a pas les choix. C'est deux choses différentes. Si, qu'est-ce que tu en penses? Je pense tout ça, c'est du théâtre, comme disait Michel tout à l'heure. Hein. Je crois qu'il y a je crois que Poutine, il utilise un petit peu de trompe. C'est-à-dire que c'est de l'art. Bon,
les Européens disent que Trump est fasciné par Poutine. Mais moi, je pense que pas Poutine aussi est fasciné par Trump. C'est-à-dire que Poutine forme un théâtre, hein, il dirige le théâtre et dedans, il met des acteurs. Ah, voilà, il met des acteurs, hein, parce que lui, c'est quelqu'un qui, il me semble, Tatiana peut-être va me confirmer, c'est quelqu'un qui est très profond, lui. Tandis que Trump, Oui. c'est une fois oui, une fois non, mais il a sa tactique. Mais toute la semaine, c'était quand même un peu nerveuse comme semaine, moi, je pense, parce que j'ai eu très peur. J'ai eu très peur, j'ai tombé dans le piège, en fait. J'ai eu très peur que Trump va donner le tomahawk à Zelensky. Hein. Non. Euh, voilà, mais justement, j'avais un petit peu peur. Mais après, quand j'ai écouté les analyses qui disaient que le Tomahawk ne peut pas tirer comme ça depuis le sol et que les Américains, ils ont aussi un nombre insuffisant et que maintenant la Chine ne vend plus de terrain, donc ils ne peuvent plus produire comme ils veulent. Et alors, j'avais un espoir. Je me suis dit, bon, avec tous ces obstacles-là, peut-être Trump ne va pas donner. Ensuite, comme Poutine l'a dit que s'il va donner Tomahawk, ça veut dire que tout l'espoir de diplomatie est coupé. Donc Ah. peut-être ça aussi, ça pèse aussi sur balance. Vous voyez? Deuxièmement, je pense que c'est un théâtre vraiment tragique, hein, parce que pendant ce temps, les Russes meurent et puis les Ukrainiens meurent. Et puis on a devant nous, Comment ça? Trump joue avec Poutine, Poutine joue avec Trump via Zelensky, une bande d'Européens. Vous voyez, donc moi je suis triste pour cette situation. On décide plus rien, on décide plus rien, c'est un théâtre. Maintenant, ils veulent se rencontrer à Hongrie, mais par quel moyen il va venir, Poutine? Est-ce que les Polonais, ils vont laisser passer? Et si les Polonais vont laisser passer, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, donc tout ça, ça s'annonce pas bien. En plus, Trump veut la guerre contre Venezuela. Donc, est-ce qu'il termine la guerre en Ukraine? Il commence une autre guerre, parce qu'ils ont toujours besoin de la guerre. Non, mais il n'a Donc, pas besoin. Attends, il n'a pas besoin de. Pour le Venezuela, ça peut être rapidement fait. Bon, on verra ça tout à l'heure d'ailleurs. Mais Euh, Pour te dire comment Poutine va aller là-bas, c'est très simple. Il y a donc la mer Noire, il y a donc la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Slovaquie, je crois. En tout cas, il y a déjà les pays qui ont dit qu'ils allaient laisser le passage ouvert et je crois que même l'Europe, l'Union européenne a déjà dit que c'est une décision des pays qui n'a rien à voir avec l'Union européenne. Voilà. Donc le passage, il va être fait par le Sud. Par l'avion en tout cas. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, concernant les Tomahawk, là où je suis vraiment qu'il n'allait pas les donner, c'est quand il était avec le président je ne sais pas si c'est le président ou premier ministre, en Argentine, où il a fait donc son petit speech en disant oui, je sais pourquoi il vient, Zelensky, il vient pour me demander mes Trumpawak là, parce que tout le monde me demande des Trumpawak, tout le monde me le veut, tout le monde me les demande, tout le monde me les demande, tellement ils sont super, tellement ils super, tout le monde me demande est-ce que vous en voulez vous aussi, je peux en donner à tout le monde. Quand il a fait ce cinéma, je savais qu'il n'allait pas les donner. Voilà. Donc là, c'était sûr et certain. moi, je voudrais vous montrer les réactions de la presse française. Oh. Absolument extraordinaire. Il n'y aura pas plus de processus de paix à Budapest qu'en Alaska. Et là, ce qui est inquiétant dans le propos du président Trump, qui finalement a été retourné comme une crêpe par le président Poutine. Et donc, ça signifie bien que, à la fois, il y a ce lien indéfectible entre les deux hommes, cette admiration, cette complicité, qui fait que, dans le doute, Trump préférera toujours choisir Poutine. Et puis la petite phrase sur je veux pas d'escalade. Et là, ça fait référence finalement à un propos que Vladimir Poutine aurait tenu lors de l'échange avec Trump, en lui disant mais Monsieur le Président, si vous amenez des Tomahawks, si vous donnez des Tomahawks, il y aura des militaires américains sur le sol, et ça serait quand même extrêmement ennuyeux qu'il y ait un accident. Ce fameux mot escalade qu'on a tant entendu du côté européen se retrouve aujourd'hui dans la bouche de Donald Trump, qui le dit très clairement devant les caméras du monde entier, mais aussi droit dans les yeux du... Oui, moi je trouve que c'est un délice, la presse française. C'est vraiment, mais ils vont complètement à contre... Mais Ouais, non, rien. c'est invraisemblable.
La Michel, fameuse ligne rouge, je crois que je l'ai attendue la première fois 15 jours après toute cette petite affaire. Et les journalistes français n'ont pas cessé, en tout cas on va dire 2 ans, à constamment toujours dire, ça y est, est-ce que c'est la ligne rouge? oui, Est-ce que c'est la ligne rouge? ça, les lignes rouges depuis Est-ce 22, que depuis Poutine va 22 réagir? jours. Comme si, je veux dire, ils avaient hyper envie que Poutine réagisse. Est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il va réagir? Les mecs, enfin, je veux dire, comme dit Macron, il faut absolument asseoir Poutine à la table de négociation. La Russie, elle était prête à négocier avant même l'intervention, en décembre 2021. Elle n'a pas cessé de dire négocions, négocions, négocions. Ce que veut l'Occident, on va dire, euro-atlantiste de la Russie, c'est qu'elle se couche et qu'elle redonne tout. C'est ça qu'ils veulent. Et Euh, ça, niet, c'est pas possible. Michel, Mais qu'est-ce qu'on dit au Canada de cette réunion? Bon, par rapport à cela, bon, les Canadiens en général sont en train d'observer ce qui est en train de se passer entre les États-Unis et le reste du monde. Donc, ils observent, ils attendent pour voir un peu comment les choses vont évoluer sans vraiment trop se faire d'illusions, que ce soit au niveau de missiles, que ce soit au niveau de l'implication de l'Union européenne. La seule chose qui semble être assez récurrente ici, c'est la succession des baffes politiques que reçoit le président Macron partout où il passe. Ça n'arrête pas. Après la baffe de son épouse, ce sont les baffes politiques, ce sont les baffes économiques. Et c'est vraiment ça c'est comme si jamais vraiment on attendait, bon, c'est quoi le prochain épisode où on va encore assister à quelque chose de semblable. Donc, pour le moment, les Canadiens sont en observation. Ils regardent et je pense qu'ils le font justement aussi pour se positionner un peu au vu du développement de l'historique, de la manière dont les mouvances géopolitiques sont en train d'évoluer. Et toi, Philippe, est-ce que tu as des nouvelles de l'Ukraine? Ben, les nouvelles de l'Ukraine que j'ai, j'en ai pas beaucoup parce que les personnes que j'ai là-haut ne peuvent pas connecter à Internet souvent. ouais. Aujourd'hui, ça a été quelques minutes aux alentours de 16 heures. Ah oui, Voilà. Et avant, ils sont restés 5 jours sans pouvoir avoir Internet. ah ouais, quand même. Donc, c'est pas top. Je pense que le réseau téléphone, bah, il y a tous les réseaux qui doivent être touchés, hein, même si Ternopil n'a pas été bombardé, mais les réseaux autour, bah, parce qu'il fait les relais, quoi, ils ont dû être bombardés. Mais ça fait déjà pas mal de jours que c'est comme ça, hein. D'accord. Mais la dernière fois, c'était 5 jours, ça m'inquiétait, quoi. Mais heureusement que j'ai un contact de l'autre côté aux États-Unis pour l'Ukraine qui me dit non, ça va, il n'y a pas de danger, mais c'est quand même, c'est rationné, on va dire, l'électricité, je pense. Oui, c'est les coupures d'électricité parce que J'ai ça déjà marche. vécu les dernières et Et alors moi, j'ai vu aujourd'hui, oui, aujourd'hui, la revue de presse ukrainienne, les Ukrainiens ils faisaient la gueule, hein. ah oui, Ah oui, oui, oui. oui, 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 complètement. J'ai le contact ukrainien ici en France et je regarde ce qui est posté sur Internet, c'est continuer la guerre, quoi, hein. Parce qu'on leur avait vraiment monté le bourrichon avec ses tomahawks et compagnie. Et puis, niet, Ah oui. du tout. Et même C'est pas très triste. autre, enfin, rien. C'est Les très Ukrainiens tragique. vont en guerre sont à l'étranger. Ceux qui sont en Ukraine, je veux que ça Qui s'arrête. sont à l'étranger, ceux qui sont à l'intérieur, non. Ceux qui sont va en guerre, ils sont jamais sous le front. Non, ils Et sont loin. voilà, ils ont besoin de garder surtout leur pognon, quoi. Ceux qui sont sous le front aujourd'hui, non, ils n'ont pas envie que ça continue, quoi. Alors, Et il y a moi, beaucoup de Ti, services. moi, si en Pologne, on dit quelque chose là-dessus. Surtout, je commence par mon pays natal, là, le Vietnam. Là. La semaine passée, avec le rencontre Zelensky et Trump, les Vietnamiens, tout d'un coup, les analystes, ils ont une compassion pour Zelensky.
Hein, tout d'un coup, c'est un pauvre homme qui arrive à l'aéroport, personne n'est venu le chercher. Il y a trois Ukrainiens qui étaient déjà sur place, tristes, le temps était pas beau, je sais pas si c'est le matin ou le soir, mais en tout cas c'était pas très visible. Hein. Ensuite, après, et la réunion avec Trump sur un table assez long et deux délégations, l'une face à l'autre, et il y avait une question que les Vietnamiens, ils ont beaucoup parlé, c'est que un journaliste ou une journaliste qui pose des questions à Zelensky, quelle différence entre le président Trump et le président Biden? Je ne sais pas pourquoi, mais les Vietnamiens, ils ont beaucoup justement discuté sur cette question. Alors Zelensky, il a dit que Trump peut faire beaucoup de choses parce qu'il est président et que Biden, il n'est plus président, donc il ne peut pas faire quoi que ce soit. Et Trump, il a repris tout de suite, ah parce que moi je suis efficace et l'autre était nul. Quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc pour les Vietnamiens, Zelensky était un peu piégé hein, par des questions, ce genre de questions. Et en plus, quand il paraît que Zelensky était en avion en arrivant à Washington, en découvrant que Trump a téléphoné ou Poutine a téléphoné à Trump. Donc c'était un peu un piège. Donc toutes les presses vietnamiennes disaient que pauvre homme, il était parti 12 000 kilomètres pour rien. Et ensuite, il se pose la question jusqu'à quand le peuple ukrainien reste passif. Hein, pourquoi il ne se révolte pas? Et que, en plus, le dossier de Boris Johnson qui sort tout de suite que, voilà, donc il a reçu l'argent au mois de mars 2022. Il est venu 3 fois pour dire à Zelensky de ne pas signer les accords. Et les Vietnamiens, ils pensent que actuellement, les Vietnamiens ils ont beaucoup de compassion pour Zelensky. Ils disent que Zelensky est corrompu, d'accord, mais c'est une victime. Voilà. Donc, c'est une victime. Alors, en ce qui concerne la Pologne, bah, moi j'ai des amis qui me disent qu'ils en ont marre avec le Premier ministre, là, le Turc, hein, qui est pro Van der Leyen 2000%. Hein. C'est quelqu'un qui est très va-t-en-guerre. Hein. Et il y a des Polonais, une partie, la couronne polonaise, c'est pas extrême droite, c'est catholique plutôt, qui pose la question pour qui on se bat et avec quoi. Voilà. Donc, il se pose vraiment beaucoup de questions. J'ai une bonne nouvelle, que mes amis, la moitié qui sont d'accord avec moi maintenant, au début, zéro. Hein. Première année, t'es pro-Poutine, tout ça. Deuxième année, ils réfléchissent. Troisième année, ils ont dit, bon, bah, finalement, peut-être tu as raison. Hein, que justement, déjà la moitié, que j'ai repris déjà la conversation normale avec la moitié. Il y a encore d'autres moitiés qui réfléchissent. Donc, je pense que le vent tourne. Alors, revenir à Johnson. Rappelons ce qui s'est passé exactement. Monsieur Johnson aurait reçu 1 million de livres de la part de comité d'armement pour dire aux Ukrainiens en 2022 qu'il fallait qu'ils continuent la guerre. C'est absolument incroyable, ça. C'est fou. C'est complètement fou. Je veux dire, qu'est-ce que tu en penses, Michel? Non, moi, ça ne me surprend absolument pas. Il regarde plus ce qu'il peut gagner de cela. Et quand il est allé se présenter en Ukraine, il ne s'est pas présenté nécessairement comme étant le représentant de la politique britannique, mais c'était au-delà de ce qui était apparent, il y avait aussi ses propres intérêts. Il fallait se présenter, il fallait encourager l'Ukraine à aller dans une certaine direction pour qu'il puisse bénéficier de sa commission. Et si vous faites attention, vous remarquerez que le monsieur a toujours été à la source de beaucoup de controverses. Je me souviens à l'époque du Covid, pendant qu'on obligeait tout le monde à respecter les mesures de sécurité, lui et son équipe ne respectaient absolument rien. Il y a eu plusieurs situations similaires où à chaque fois, il s'est fait attraper la main dans le pot de cookies et ensuite, il a présenté des excuses. Ça n'a jamais vraiment eu trop de Alors, répercussions sur lui.
Michel, moi, ce qui me choque énormément, c'est qu'aucun média occidentaux ne reprenne les articles du Guardian. C'est le Guardian qui a sorti ça. Mais ce n'est pas dans l'intérêt des médias occidentaux, des médias occidentaux de reprendre ce genre de nouvelles, parce que ce genre de nouvelles viendrait amener une lumière nouvelle sur un certain montage qui est présenté. On essaye d'amener les gens, de formater les gens à réfléchir d'une certaine manière, à voir les choses suivant une certaine perspective. Et si jamais ce genre de nouvelles venait, on va se dire, tiens, mais est-ce qu'on nous a trompés pendant tout ce temps? Alors, autant n'est pas en parler. Ou alors, vous êtes pro-russe, c'est pour ça que vous dites ça. Bon, pro-russe, Incroyable. c'est définitivement le raccourci que les gens ont. Il suffit simplement que tu mettes les nez de personnes sur les faits qui contredisent ce qu'ils sont en train de dire. Ben, le raccourci, c'est de dire tu es pro-russe. Le raccourci, c'est de dire tu es antisémite. Le raccourci, c'est de toujours trouver quelque chose De mettre pour, une étiquette. c'est ça, Tac. pour pouvoir te donner un label qui va te disqualifier de tout ce que tu pourrais dire, quand bien même ce que tu dis est fondé sur des faits et vraiment à la disposition de toute personne qui calcule 1 + 1 est égal à 2. Et cela Philippe, permet, et cela permet Philippe, d'attaquer pas les idées, mais la personne. Quand tu colles les étiquettes sur les personnes en disant tu es d'extrême droite, tu es pro-Poutine, tu es pro-ceci, pro-cela, tu attaques les personnes directement et tu évites tous les débats autour des idées. Donc l'idée, entre guillemets, tout ce qui est on va dire, la base de la discussion, elle tombe à l'eau puisqu'on coupe sec en attaquant les personnes. C'est typique la façon de faire des médias en Occident aujourd'hui. Si tu voulais dire quelque chose. je voulais dire que entre pro-russe et antisémite, il y a quand même deux sentiments différents, hein. Parce que si quelqu'un qui me traite antisémite, moi, je serais énervée. Je serais très énervée, je vais me défendre jusqu'à la dernière goutte de sang. Mais si quelqu'un qui me dit je suis pro-Poutine, je suis d'accord. Non, pas pro-Poutine, mais pro-russe. Ouais. Voilà. Pro-russe, oui. Mais regardez, il faut pas être aveugle quand même, les gens. Hein, franchement, là. Zelensky, il y a 3 ans, quand il est apparu sur l'écran, les parlementaires français, belges, même canadiens, et tout le monde était debout pour dire que c'est Turkine. Ah oui, Et non, mais bravo. la Hein. différence avec le Canada, c'est que le Canada, à ce moment-là, il y avait aussi un pro-nazi dans la salle. Voilà, ça aussi. Alors, on l'a dit que c'est un héros, hein, tout le monde, même jusqu'à maintenant, quand il était allé avant-dernière fois, il était allé voir Trump, toute la bande européenne l'accompagnait. C'est comme un roi. Et là, dernière fois, c'était quoi? Il était venu tout seul hein, à l'aéroport, personne qui l'accueillit. Et ensuite, les Vietnamiens, ils ont montré une vidéo comme quoi il a donné conférence de presse après Trump. Tout seul, devant les grilles de la Maison Blanche. On va y aller d'ailleurs, justement. Pauvre petit. We have to stop where we are, and he is right. President is right, and we have to stop where we are. This is important to stop where we are, and then to speak. If one man doesn't want to, this other people, other groups will meet and speak what to do, how to manage, how to have the real steps to real peace. Oui, on n'avancera plus. Voilà ce qu'il dit. Ton anglais est quand même assez dramatique, hein. Avec tout ce temps-là, quand même. C'est Tatiana qui le dit alors. Bon. Et je suis d'accord avec le fait que justement, il fait une erreur politique de vouloir directement s'exprimer en anglais, alors qu'il peut très bien utiliser un traducteur. Ça lui laisse le temps à la fois de réfléchir sur ce qu'il est en train de répondre et ça laisse aussi le temps au traducteur de présenter les choses d'une certaine manière.
Sans cela, il parle sans filtre et pas toujours les mots qu'il aimerait utiliser. Il y a certains mots qui ont des connotations particulières, des connotations différentes. Tu vas dire une chose et les gens vont comprendre autre chose. Je donne un exemple ici au Canada. Si tu parles d'un roc, nous, en France, par exemple, on voit vraiment une grosse pierre, etc. Alors que au Canada, un roc, c'est juste un petit caillou. Donc, les sens peuvent prendre des nuances qui peuvent échapper. Et il fait l'erreur justement de parler directement une langue qu'il maîtrise plus ou moins, mais sans nécessairement avoir les subtilités qui sont associées et qui peuvent aller à son défaveur. On a vu d'ailleurs quand il s'est fait remonter les bretelles en lui disant que vous n'avez pas les cartes, et lui, il a dit non, mais je ne joue pas aux cartes, alors que les idées étaient complètement différentes. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans cette interview, c'est qu'il disait on va figer le front. Ben, le front, il n'est Ils pas ne peuvent du pas le tout figer. figé. Ils ne peuvent pas le figer. Ils ne peuvent pas le figer. Non. Non, non. Il ne peut plus le figer. Il n'a plus les moyens, il n'a plus les hommes, il n'a plus le matériel, il n'a plus pu le figer. Il On exprime aimerait en bien fait. C'est piéger le dur. front et et retourner par la suite. On aimerait bien, l'Occident aimerait bien, en disant que tiens, on va se réarmer et puis après on va revenir, je veux dire, à la charge pour reprendre ce beau petit morceau bien gras et se les partager. Je parle de la Russie. Mais non, la Russie, je crois qu'aujourd'hui, il est un petit peu moins naïf. En parlant de la langue de Zelensky, vous savez que l'ukrainien, c'est pas sa langue natale. Non, non, les Russes. Non. Il le parle depuis très peu de temps. Et c'est un acteur connu en Russie. Voilà, J'ai oui, vu, j'ai regardé. et je crois que même il a une double nationalité, mais ça, je crois qu'il ne faut pas trop le dire. En tout cas, il ne parle pas l'ukrainien, je veux dire, tellement mieux que l'anglais. Enfin, je veux dire, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'Ukrainiens qui parlent un ukrainien parfait parce que bon, c'est toujours un peu quand tu écoutes leur ukrainien, tu dis non, mais les mecs, je veux dire, c'est pas parce que vous massacrez les mots russes que vous parlez ukrainien, mais bon, enfin, tu me diras pas le contraire, Philippe, je suppose. Mais le problème, c'est que même quand il veut parler ukrainien, on ne lui donne pas les traducteurs ukrainiens. On leur dit, on peut vous trouver un traducteur russe, donc vous pouvez parler russe. Il refuse de parler russe, qui est sa langue natale et qu'il parle très bien, d'ailleurs. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et qui savait très bien jouer avec des mots. En tout cas, à l'époque, il était encore, on va dire, de l'autre côté. Et donc, il n'a pas le choix. Il refuse de parler russe. On ne lui donne pas de traducteur d'ukrainien, mais je vous rappelle aussi que son ukrainien, il n'est pas tellement, je veux dire, parfait, quoi. Donc, c'est pas Quand lui il qui décide. s'énerve, Il quand il se s'énerve, les piégeait lui-même. insultes. Et quand il Voilà. s'énerve, les insultes, on s'entend russe. Encore une fois, Tatiana, moi, ce qui m'a intéressé dans cette vidéo, c'est que finalement, il est en train de dire qu'il perd du terrain. Voilà, c'est tout. Oui. En fait, il exprime un souhait de voir les choses se figer parce que c'est que Macron vient lui dire, écoutez, on va établir un cessez-le-feu, etc. Il exprime plus un souhait que des faits. Et en espérant, je ne sais pas, peut-être qu'on lui a dit que si jamais tu répètes plusieurs fois, le souhait va finir par se réaliser. Et c'est tout ce qu'il a comme ressource, c'est tout ce qu'il a comme option aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il dépend de l'OTAN, il dépend des Américains, il dépend du bon vouloir des autres. Il n'a pas nécessairement l'effectif sur le terrain, même si jamais on lui envoyait des armes, il faudrait qu'il ait des personnes sur le terrain pour pouvoir manœuvrer et tout. Il n'a pas tout ce qu'il faut et pire sur le terrain, il perd du terrain. Et à chaque fois que vous regardez au jour le jour la situation au front, vous vous apercevez que bon, il y a toujours des mètres carrés, des kilomètres carrés qui sont grappillés. Donc, c'est tout ce qu'il a comme ressource présentement. Voilà, oui, et en plus, bon, il fait des contre-offensives, mais très, très partielles, où ces hommes se font liquider, Mhm. On massacrait. massacrer. Enfin, Et ce Voilà. qu'il gagne aujourd'hui, il le repère le lendemain. dans cette histoire. Philippe, et Oui. toi, qu'est-ce que tu as comme approche de... Tu connais des gens qui se battent en Ukraine ou pas? Côté russe, oui, un neveu d'un Français qui habite en Russie, dans un village russe.
Et sinon, des gens que j'ai croisés quand je suis allé en Ukraine qui partaient au front. Pour ça que je suis triste des deux côtés, quoi, parce que il y a des gens bien des deux côtés. Et ça prend en trip surtout quand je suis parti la dernière fois, j'étais dans mon bus prêt à partir et il y avait un gars qui était en uniforme qui partait dans un autre bus pour aller sur le front. Et il y avait sa femme, ses parents et le gosse dans les bras de sa femme et le mec qui partait au front. Je me disais, ben, pas sûr qu'ils reviennent, quoi. Voilà, donc c'est toujours, ça prend toujours au trip, quoi, de voir ça. Mais bon, je regarde ce qui se passe et je vois que ça grignote, même si à un moment donné, les Russes ont perdu du terrain, ils en ont repris après. Et puis les stratégies où les Ukrainiens se font prendre dans les stratèges militaires. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, c'est dramatique des deux côtés, quoi. Pour ça que il est temps que ça s'arrête, parce que c'est Oui, d'une tristesse pas possible. Et que surtout, la haine s'arrête aussi. Ouais. Oui. Et même les armes la haine, qu'on c'est vraiment, moi je le vois sur Telegram. Quelle haine, mon Dieu, quelle Moi, horreur. je suis en contact avec une personne ukrainienne qui est en Portugal depuis très longtemps. Et cette personne partage sur Internet des choses, des vidéos, machin. Et puis Zelensky, elle me montre à un moment donné une vidéo où Zelensky est avec Trudeau en train de saluer un handicapé. Et dire, ah bah regardez, ces gens-là sont bien. J'ai dit, oui, mais moi, je n'oublierai jamais que le Parlement canadien a salué et applaudi un SS. J'ai dit, là, c'est une chose que je ne pardonnerai pas à Trudeau. Et enfin, c'est une situation qui me rend d'une grande tristesse et que j'entends la haine des Russes. Et quand moi, je suis le problème en Pologne, en Ukraine depuis 2014, depuis le début, et de ce qui se passe dans le Donbass, et grâce à des journalistes français qui étaient là-bas, chaque semaine, je suivais le report sur Internet de ce qui se passait. Et moi, j'avais des Ukrainiens qui habitaient autre part sur mon Facebook, par exemple, et qui vivaient très bien. Je leur dis, mais vous n'avez pas des choses qui vous passent au-dessus de la tête, là, des choses comme ça? Oh non, non, rien, tout va bien. J'ai dit, vous savez, il y a la guerre, pas loin de chez vous, là, dans le Donbass, là, il y a des gens qui se sont tués. Ah bon, bah, j'ai oui. Et maintenant, quand ils me partagent des dégâts qui sont faits par les missiles russes qui tombent sur la ville, bon, c'est dramatique, c'est évident, c'est vraiment dramatique. Ça laisse un décor de désastre dramatique. Et je leur dis, mais vous rendez-vous compte que ce que vous me montrez, c'est ce que je voyais moi de ce qui était fait depuis 2014 dans le Donbass et qui ne vous touchait absolument pas. Si vous en ayez été occupé, vous avez été intéressé de ce qui se passait dans votre pays, dans le Donbass, à l'Est, peut-être que les choses auraient été différentes. Vous avez été endormi pendant des années de ce qui se passait dans le pays, de la guerre civile du pays, et vous êtes fait prendre par le temps parce que les Russes, pour moi, c'était évident qu'un jour ou l'autre, ils allaient intervenir. C'était évident. Ouais. Ils ne pouvaient pas ne pas intervenir. Ils n'avaient Non, pas le c'était choix. évident. J'étais là chaque année, j'ai dit, mais c'est pas possible, il va y avoir une réaction, c'est obligé, à un moment donné, ça va exploser, quoi. Bon, bah, ça n'a pas loupé, mais voilà. Mm. C'est vrai. Voilà, C'est ce qu'il dit toujours Poutine. Il dit qu'il est venu pour arrêter une guerre, pas pour la démarrer. Mais ça paraît, l'Occident n'est pas prêt à l'entendre. I met with President Zelensky, as you know, today, and we had a very good meeting, very cordial meeting. In my opinion, they should stop the war immediately. You go by the battle line wherever it is, otherwise it's too complicated. You'll never be able to figure it out. You stop at the battle line, and both sides should go home, go to their families, stop the killing, and that should be it. rentrer chez eux. ils sont déjà chez eux. C'est ce qui m'a un peu frappé. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Bon, je pense que rentrer chez eux, c'est qu'ils sous-entendaient probablement, c'est le fait qu'ils puissent rentrer dans leur famille, dans leur village d'origine, Moi, passer du j'ai pas temps en compris famille. ça. Pardon? Moi, j'ai pas compris ça, moi. Moi, c'est en tout cas ainsi que je l'ai compris, parce que Il y a l'idée deux de façons de rentrer chez comprendre. eux alors qu'ils étaient déjà chez eux était quelque chose qui n'était pas logique. Donc, la seule conclusion possible, en tout cas celle que moi j'ai eue, c'est de dire que quand il dit cela, de rentrer chez eux, c'est de rentrer dans leur famille, de là où ils sont partis, de la ville où peut-être ils se sont fait embrigader de force ou quelque chose dans le genre, mais vraiment qu'ils quittent la ligne de front
et se tiennent maintenant loin de la ligne de front parce que la plupart viennent loin de la ligne de front. Alors, est-ce qu'à Budapest, ça va déboucher sur quelque chose? Qu'est-ce que tu en penses, Sting? Ah, moi? Bah, j'espère. Sincèrement, je l'espère. Sincèrement. Puis ça remet en plus la Hongrie dans le centre, au centre du débat et petit pied de nez à l'Europe en même temps. Et voilà. Et on l'espère tous que ça aboutisse à quelque chose de concret. Trump travaille dessus depuis plusieurs mois. Poutine a répondu avec l'Alaska. Il a répondu sur l'appel téléphonique maintenant. Donc la troisième étape, ce serait peut-être la bonne. Mais alors, l'Europe, Vous non? savez que, attends, il n'y a pas que les Russes qui sont, il n'y a pas que la langue russe qui est interdite en Ukraine. Il n'y a pas que les Russes qui se font maltraiter. Il y a Le aussi hongrois, le roumain. Non, mais d'accord, mais oui. Oui, il y a les Hongrois, mais il y a les Roumains aussi. Mais hongrois il y et a les roumain. Romains, il y a plein d'autres. Donc, je pense que le rendez-vous qui aura lieu à Budapest sera une petite, on va dire, réalité de partage de l'Ukraine. Voilà. Moi, je les vois comme ça. On va essayer de définir justement peut-être on ne verra pas ça tout de suite, mais on va définir en perspective justement comment est-ce qu'on va essayer de récupérer pour protéger, on va dire, la population, les territoires qui étaient les territoires appartenant à tous ces pays-là avant la Seconde Guerre mondiale. Tatiana, tu fais là, ça c'est l'interview de Poutine avec, comment s'appelait-il Avec Carlson, oui. Mais tu sais, Poutine, quand il dit les choses, la différence avec, on va dire, l'Occident, quand il dit les choses, il ne les dit jamais pour rien. Il faut toujours l'écouter. Quand il dit les choses, il change rarement d'avis et chaque fois, il réfléchit vraiment bien avant d'annoncer quelque chose. Et d'ailleurs, les Hongrois, ils disent pareil, que leur population est en danger, qu'il faut la protéger, et pas que les Hongrois. En gros, on va dire, la situation, elle est comme ça. Et les Russes, ça les arrangera bien que tous ces partis-là, on va dire, de l'Ukraine, rentrent dans leur petit berceau. Déjà, pour la population de ces gens-là, qu'ils ont, eux, envie, on va dire, de revenir dans le pays de leur leur pays historique, première chose. Et deuxième chose, je veux dire, ça réglera beaucoup de problèmes, notamment de la reconstruction. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait bien la reconstruire, l'Ukraine. Et c'est un gouffre financier. Donc, qui c'est qui va s'en occuper? Il y a encore un os, c'est l'Europe quand même. Oui. Laquelle? Ben, l'Europe de Madame. Laquelle, l'Europe? Ça existe encore, l'Europe? Pardon? Ça a quelques mots à dire. Attends, déjà, ils ont dit que Poutine, il vient à Budapest. Ils n'ont pas leurs mots à dire sur les pays lesquels il va survoler. De quelle Europe vous parlez? De quelle Europe vous parlez? Ben, de l'Europe en particulier, dont tu disais que le 25 septembre, c'était fini. Justement, il n'y a plus d'Europe. Il n'y a plus d'Europe. Ça n'existe plus, l'Europe. Ça n'existe plus. Écoute, ça peut faire des petits cris. Ils sont dans leur puissance totale et ils ne peuvent rien dire. Ils diront non. Eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave qu'ils diront non. Ils peuvent dire oui, ils peuvent dire non, ils peuvent dire peut-être. On s'en bat. Plus personne ne les écoute. Ça ne sert strictement. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. On n'en parle même plus d'eux, quoi. Ça n'est plus pris dans une quelconque considération, quoi. Ça fait plus partie de l'équation, l'Europe. Mais ça, c'est quelque chose qui existait déjà depuis avant le 25 septembre. Oui. Écoutez, j'ai bien compris, vous voulez me dire. Mais moi, je vous dis, le 25 septembre, Trump a dit qu'il ne donnera plus un rond à l'Europe. L'Europe n'a plus d'argent. Vous savez combien, je veux dire, les secteurs financiers, je veux dire, les secteurs financiers, combien de pourcentage ça représente en économie européenne? Vraiment, vous savez combien ça représente? Tatiana. Non, mais combien ça représente en pourcentage? Elle continue. Les secteurs financiers. Oh, elle a parié, elle continue. Mais c'est fou. Mais je continue de vous dire que l'Europe sans argent n'existe pas. Vous comprenez pas ça? Mais on a vous comprenez pas qu'aujourd'hui, on doit tout payer cash. On a
Et l'argent en Europe ne peut être créé à partir de la dette. On émet une dette, et c'est en remboursant la dette qu'on crée l'argent. Je ne sais pas combien de fois il faut vous l'expliquer. L'Europe aujourd'hui n'a plus un rang, elle n'existe pas. Je veux dire, elle n'a plus de moyens d'exister. Je suis désolé. Quand une boîte n'a plus de quoi payer les salaires, n'a plus de quoi payer l'électricité, quand elle n'a plus rien de faire, elle a peut-être des murs, elle a peut-être encore une étiquette devant le truc, mais elle n'existe pas. Mais ça ne date pas du 25 septembre, c'est antérieur au Ça date 25 pas du septembre. 25 septembre, ça, vraiment. Elle est parlé quand, Trump, au truc? Elle a annoncé ça quand, Trump? Rappelez-moi la date. Peu importe quand il a annoncé, mais il n'a fait que simplement souligner quelque chose qui existait déjà auparavant. Donc, ce n'est pas parce qu'il a parlé que automatiquement, tiens, ça a pris existence à ce moment-là. C'est quelque chose qui existait avant. Écoutez, je vais vous dire un truc. Attends, elle nous dit Peut-être que d'abord c'était pas le 25 septembre. Trump, c'est vraiment un... Et puis, elle ne cite que lui. Oh, Oui. Peut-être que c'est pas le 25 septembre, mais le 24 ou le 26. Peut-être j'ai perdu mon pari parce que j'ai dit comme ça le 25. D'accord. C'est énorme. J'ai dit juste, surtout, j'ai perdu mon pari, j'ai pas dit le 25. Et j'ai aussi perdu mon pari en disant qu'il y aura un pont entre la Russie et l'Alaska. Flûte, zut, il n'y aura pas de pont, il y aura un tunnel. Bon, pareil, vous pouvez aussi me fouetter. Mais le principe, il est là, quoi. Un tunnel, c'est quand même une forme de pont. Hein, tu sais, un tunnel, c'est quand même une forme de pont qui relie. La raison du pont, c'est quoi? C'est de relier deux points différents. Bah oui, c'est la même chose. Je dis, c'est la même chose. Je dis, bon, l'Union européenne, aujourd'hui, techniquement, elle ne peut pas exister parce qu'elle n'a pas le moyen. Elle existe en tant qu'une union pour fabriquer du pognon. C'est ça son but. Aujourd'hui, c'est un nid, on va dire, de mondialistes, de l'euro-atlantistes, des mecs qui sont là en pensant qu'ils vont dominer le monde. Aujourd'hui, c'est plus possible. On leur piqué leur principale arme, c'est le pognon, c'est le principal arme avec lequel ils voulaient dominer le monde entier. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette capacité-là. Quand je vous dis, ça représente plus de 90% les secteurs financiers aujourd'hui en Europe, alors que normalement, je veux dire, au mieux, c'est de en représenter 5. Ça veut dire qu'on n'a plus d'économie réelle et on n'aura plus de finances. Comment on va vivre? Comment, je dis, on est obligé de retrouver la souveraineté de chaque pays parce que tout simplement, on n'a pas les moyens de mener une politique différente. Bon. Bon, allez, tiens. Un peu. Changeons de continent. Merci, Tatiana. Todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. O que nós dizemos publicamente é que Cuba não é um país de exportação de terroristas. Cuba é exemple de povo et de dignité. C'est incroyable quand même. Alors maintenant, Trump fait basculer le Brésil vers le Venezuela. Bravo. Comme l'Inde vers la Chine et la Russie. Bravo, Trump. On devrait lui donner un prix Nobel peut-être pour ça. Dites-moi, qui attribue le prix Nobel? Oui, alors? Qui sont les gens qui attribuent le prix Nobel? Les Suédois. Les Suédois? Le prix Nobel de paix? Attention, c'est pas les Suédois. Le prix Nobel de paix, c'est pas les Suédois. Non, c'est pas les Suédois. Ah bon, bah alors. Donc, c'est les Russes? Non, c'est les Suédois, ils attribuent tous les prix Nobel, sauf celui de la paix. Les Danois, alors. Voilà. Et deuxième chose, aujourd'hui, qui a l'intérêt réellement que Trump aille faire la guerre au Venezuela, la guerre qu'il ne pourra pas gagner? Je suis désolée, il ne pourra pas la gagner parce qu'il n'arrivera pas à faire quelque chose de rapide. Et s'il est enlisé dans cette guerre, il va être super mal. Et d'ailleurs, il fait beaucoup de menaces. Bon, effectivement, il a bombardé, on va dire, quelques petits bateaux. Là, je veux dire,
Tatiana, là, il y a, et là, il y a déjà Trump 3 ans, il y a déjà 2 ou 3 ans, Tatiana, les États-Unis ont voulu s'impliquer au Venezuela. Ils ont monté une opération, je ne sais pas si tu t'en rappelles, qui a fait déjà marcher. Et ça, c'était uniquement la CIA. Bon, si Trump amène des avions et des missiles sur le Venezuela, moi, je doute franchement que ça n'arrive pas. Franchement. 2, 3 ans, c'était qui au pouvoir? Pardon? C'était qui au pouvoir à l'époque? Biden. D'accord. Première question. Deuxième question, il n'y a pas un peu, je veux dire, le monde qui a changé pendant ces 3 ans, gentiment comme ça? On n'a pas le même rapport de force. Deuxièmement, il y a quand même une base russe de laquelle personne n'en parle en Occident. Tatiana, il y avait exactement les mêmes rapports de force. Ça, non. Sauf que, là, le Brésil, qui n'était pas vraiment à côté du Venezuela, commence à se dire, ah, là, c'est pas possible. Mais le Brésil, qui n'était vraiment pas à côté de Cuba, c'est la même chose d'ailleurs. Hein. T'es sérieux quand tu dis que c'était les mêmes rapports de force? T'es sérieux quand tu dis que c'était les mêmes rapports de force aujourd'hui, il y a 3 ans? Oui, parce que le Brésil ne voudra jamais, mais enfin, bien entendu, enfin. Mais enfin, le monde a changé en ces Je 3 ans. veux que tu vois ça de tout. Enfin, quand même, il ne faut pas exagérer. Le monde a En totalement changé. En fait, le monde a changé sur certaines régions, mais sur d'autres, la politique est restée la même. La politique américaine est restée la même par rapport au Venezuela. Et ça ne dépend pas de Biden. Même avant Biden, Trump avait déjà évolué dans cette direction-là. Donc, sur ce plan-là, la situation est restée la même. Par exemple, sur l'Ukraine, la géopolitique a changé. L'approche de Trump est complètement différente de Biden. Le monde a changé à ce niveau-là. Mais pour certains autres coins du monde, c'est resté pareil. Tout à fait. Oui, mais comme vous avez bien dit gentiment, le Venezuela aujourd'hui n'est plus la seule. On ne laissera pas attaquer Venezuela. Si Trump a l'habitude d'aller dans cette affaire-là, ce ne sera pas une affaire bien vite réglée et va enliser. Qui va arrêter Trump, Tatiana? Qui va arrêter Trump? Qui va arrêter Trump? Mais qui va le laisser faire? Je pose la question, tu me réponds. Et moi, je te réponds, qui va le laisser faire? Comment? Je te dis, dans cette guerre-là, les États-Unis, il n'aura pas la possibilité de mener une guerre éclair. Et aujourd'hui, les Américains n'ont pas la capacité de mener une guerre longue. Voilà. Moi, je pense qu'on a oublié un élément assez important pour Venezuela, c'est la Chine. Bien. Voilà. Donc, si Trump maintenant veut faire, voilà. La Russie. Si Trump qui veut faire la guerre pour Venezuela, c'est pour le pétrole, ça tout le monde le sait, hein. Parce que les États-Unis, ils vont quelque part, par malheur, le peuple qui a le pétrole, et ben, ils vont avoir la guerre avec les Américains, hein. Donc maintenant, en revenant à Trump, moi je fais pas du tout confiance. Mais pas du tout confiance. Pourquoi il a besoin maintenant que Poutine signe un papier comme quoi la guerre en Ukraine va être terminée au Budapest? D'abord, ne soyons pas si optimistes que ça. Poutine n'est pas encore à Budapest. Par quel moyen il y va? Attendez. Au lieu de survoler la Pologne, Moscou, Budapest, 1500 kilomètres, il va falloir qu'il fasse 5500 kilomètres, tourner je ne sais pas où. Ça, c'est déjà un très mauvais signe. Donc, même s'il arrive à Budapest, je ne crois pas que la guerre aura lieu, hein. Je suis vraiment pessimiste. En plus, c'est Trump, pas lui qui décide, c'est l'industrie d'armement qui décide, hein. Voilà. Donc, la guerre en Ukraine, tout le monde me dit, oh là là, maintenant ils vont rencontrer, Poutine n'est plus capable de décevoir Trump, il va certainement signer maintenant. J'ai un gros doute, hein, écoutez, hein, j'ai un gros doute et ça me traumatise. Comme dit tout à l'heure Philippe, quand je vois les Ukrainiens, parce que j'ai une famille vietnamienne qui vit à Kiev, il m'a dit en vietnamien que son mari a donné 15 000 dollars, hein, pour ne pas aller au front, hein, parce que des fois on part au WhatsApp et je vois le mari qui est en train de faire la cuisine et tout ça. Il était professeur, hein, il a 42 ans. Peut-être c'est trop vieux pour aller à front, mais quand même, ils ont donné, il est ukrainien, elle est vietnamienne.
ils ont donné quand même 15 000 dollars pour ne pas être sur la liste envoyée au front. Vous voyez? Le peuple ukrainien, ils en ont marre. Ils en ont marre. Et maintenant, Zelensky n'est plus capable de diriger un pays. Depuis 3 ans, il me promet les victoires. D'abord, il disait aux Ukrainiens, on aura des patriotes. On va vaincre la Russie. Ensuite, on aura des chars Abrams. On va vaincre la Russie. Ensuite, des missiles attaques. Ensuite, F-16. Maintenant, c'est Tomahawk. Vous voyez? Donc, chaque coup, il sort un truc. Chaque coup, il sort un truc pour tricher son propre peuple. Vous voyez? Donc, moi, je pense que cette guerre, elle est sale. Elle est beaucoup plus sale et plus dangereuse qu'on pense. Donc, maintenant, Venezuela, je ne crois pas que les Américains, ils veulent une guerre rapide au Venezuela. Parce qu'ils ont peur de la Chine. Tandis qu'aux États-Unis, écoutez, aux États-Unis, j'écoute mes compatriotes qui habitent en Californie et qui habitent à Chicago et New York. Il y a un bordel là-bas, écoutez, tous les jours et des licenciements. Le gouvernement est fermé depuis 20 jours. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de salaire. Il y aura une guerre civile, je crains. Voilà, donc je ne fais pas confiance à Trump. Trump, c'est quelqu'un qui aime l'argent. C'est un narcissique. C'est un scélérat, hein, moi je dis. Hein, c'est un bandit. Et moi, je ne fais pas confiance à Trump. Voilà, donc le monde va très mal avec Trump. Voilà. Et pour te répondre sur la Chine ne rentrera jamais en affrontement direct contre les États-Unis maintenant. Ce n'est pas du tout leur intérêt. Ils préféreront, bien sûr, lâcher le Venezuela plutôt que de rentrer en affrontement direct avec les États-Unis. C'est évident. C'est absolument... Ils ne rentreront pas en guerre directe. Les Indiens non plus. La Russie non plus, même si la Russie, je te rappelle encore une fois, ils ont envoyé donc les avions et ils sont en train de donc installer une base juste en face. Mais aujourd'hui, il y aura un soutien et surtout il y aura un grand soutien économique. Les États-Unis aujourd'hui, c'est vraiment un colosse au pied d'argile. Ils n'ont pas. On comprend, on a compris. Mais pour te répondre sur la Russie et le Venezuela, n'oublions pas qu'il y a 2 ans, le Venezuela était en feu et à sang et que les Russes n'ont rien fait. Comme il y a 2 ans. D'ailleurs. Bon. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'est ce que je te dis. Le monde a changé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on n'est pas obligé d'intervenir. Aujourd'hui, le monde, je veux dire, les guerres sont faites d'une façon, à part la guerre qui est menée aujourd'hui contre la Russie, tout simplement, si cette guerre-là aujourd'hui a lieu, c'est qu'on n'a pas pu tuer la Russie d'une façon économique. La guerre, on mène aujourd'hui d'une façon économique avec les pays. C'est ça. On n'a pas tué la Russie d'une façon économique, on mène une guerre pour essayer, pas seulement la vaincre de façon militaire, non, pour on va dire, de créer un désordre à l'intérieur du pays. Mais les guerres aujourd'hui ne sont pas menées de cette façon-là. Les États-Unis, je veux dire, quand ils auront, par exemple, l'Inde aujourd'hui, elle gagne beaucoup d'argent avec le pétrole vénézuélien. Même s'il y a soi-disant, on va dire, des sanctions, les usines qui travaillent sur le pétrole lourd qui est fabriqué en Venezuela et qui se trouvent sur le sol de l'Inde n'ont pas été, je veux dire, en arrêt un seul jour depuis tout ce temps-là. Donc, finalement, cette affaire-là qui fonctionne toujours. Donc, l'Inde, elle pourrait totalement, je veux dire, elle a aussi des façons de réagir. La Chine a des façons de réagir. On n'est pas obligé d'avoir aujourd'hui des affrontements militaires pour mener une guerre. En ce qui concerne les militaires qui sont autour de Trump, je veux dire, toute cette, on va dire, petite élite qui a besoin de vendre des armes, oui, et c'est vrai, ils ont besoin de vendre des armes. Et on leur met l'Europe en pâturage. Aujourd'hui, l'Europe est dans l'obligation d'acheter des armes américaines qui ne sont même pas encore produites. Ils ont besoin de payer en avance les armes qui seront produites pour calmer justement toute cette petite clique de mecs qui fabriquent des armes aux États-Unis. Vous avez l'Europe, vous leur piquez du pognon. Vous n'avez même pas besoin de fabriquer des armes. De toute façon, ils sont là prêts à payer, on n'a qu'à leur promettre. Voilà. Mais encore une fois, je dis, quand on compare les choses d'aujourd'hui, d'il y a 1 an, de 2 ans, les mondes n'étaient pas les mêmes. Le monde n'était pas le même. Les géopolitiques, je dis, sur le plateau d'échecs, si on peut parler d'échecs, les pièces n'étaient pas posées de la même façon. Le monde a changé.
2 dernières années, je dirais même la dernière année, le monde a totalement changé. Aujourd'hui, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Voilà. Il y a 2 ans, on croyait de mettre la Russie à genoux. Aujourd'hui, celle qui se trouve à genoux, excusez-moi, c'est l'Europe. Non, mais l'Europe. Et si ça, vous Mais ne non, mais constatez pas, je ne sais pas comment Tatiana, vous dire. il y a 2 ans, l'Europe était en piteux état. Enfin bon. Aujourd'hui, il n'y a plus d'Europe. Aujourd'hui, il n'y a plus d'Europe parce qu'aujourd'hui, l'Europe ne produit rien. Et elle n'a plus de ressources, elle n'a plus de moyens de fabriquer du pognon à partir de la dette, elle n'a plus besoin de l'imprimer, elle a perdu, excusez-moi, elle a perdu tout son poids dans le monde. Aujourd'hui, c'est... Tatiana, la dette, ça date pas d'hier. Enfin. Non, c'est pas qu'il y a la dette, c'est qu'on n'a plus la capacité de produire de l'argent à partir de la dette. C'est Oui, ça mais ce que je veux dire. Tatiana, tu as oublié une chose que l'Europe, d'accord, elle est à genoux peut-être, ouais, peut-être un genou, pas deux, peut-être. Mais quand même, il y a une puissance de nuisance énorme. Regarde, l'Ukraine, si c'est pas l'Europe, Zelensky ne serait pas là aujourd'hui. Hein, si c'est pas l'Europe. Depuis que Trump est venu au pouvoir, le 28 février, quand il était humilié par Trump et toute la clique de Trump, alors, il était allé chez qui pour se faire reconforter? Bah, il était allé chez les Européens. Donc, les Européens, ils ont toujours une puissance de nuisance. Aujourd'hui, j'entendais encore une vidéo, le discours de Metz. Hein, Metz appelle Orban d'arrêter Poutine quand Poutine va venir. Donc, ils ont toujours une puissance de nuisance énorme. Si c'est pas les Europes, la guerre en Ukraine est déjà finie depuis que Trump est là, en fait. Voilà. Oui, bien entendu. Tu as entièrement raison. L'Europe, aujourd'hui, tous les dignitaires européens ne servent à rien. BlackRock a investi 12 trillions de dollars. BlackRock a investi là-dedans. 12 trillions. Combien l'Europe a-t-elle donné à l'Ukraine depuis 2022? Un chiffre. Maintenant, le chiffre que l'Europe a donné dépasse de combien BlackRock a investi en Ukraine. 12 trillions de dollars. 12 trillions de dollars BlackRock est investi en Ukraine. Vous pensez vraiment que les dirigeants européens démocratiquement élus sont là pour le bien de leur pays, pour le bien de peuple? Ces argents qu'on envoie en Ukraine, c'est des armes qu'on achète, etc., etc. C'est des pauvres mecs qui meurent. Voilà. Et toi, tu es en train de me dire, ah non, l'Europe, elle fait rien. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? L'Europe, c'est pas l'Europe qui décide. Je te dis, BlackRock investit 12 trillions de dollars. Mais enfin, ça suffit. C'est qui paye? Tu penses que Werder Leyen, elle n'est pas payée par qui que ce soit derrière? Tu penses vraiment excusez-moi, non, tu crois vraiment que Macron, notre formidable président démocratiquement élu, est réellement démocratiquement élu et il travaille pour le bien des Français? Tu crois vraiment ça? Oui, mais Tatiana, une chose que tu as oublié aussi, que même si nous avons ici les dirigeants qui sont nuls, hein, je suis d'accord avec toi, ils sont nuls, archi nuls, ils sont pas du tout à l'auteur des enjeux. Je suis d'accord 1000% avec toi. Mais n'oubliez pas que pour Trump, l'Europe se présente toujours justement arrière-cour. Hein. Donc Trump ne va pas laisser tomber l'Europe. Hein. Même Biden. Hein, que ce soit démocrate, que ce soit républicain, ils sont les mêmes. Ils ont besoin de l'Europe pour leur servir à leurs intérêts. Donc tu dis que l'Europe est morte, mais pour les Américains, ils vont tout faire pour que l'Europe ne soit pas morte, entre parenthèses, dans leur sens. Donc ils sont toujours là, ces dirigeants. Demain, peut-être, on va voter pour d'autres dirigeants. J'espère. Parce que ceux-là, effectivement, ils font pas l'affaire. Ceux-là, ils sont des va-t-en-guerre, ils sont nazes. Voilà. Mais ils sont toujours là. Ils sont pas morts. Michel, qu'est-ce que tu en penses? Je pense simplement que l'Europe a des raisons d'exister pour les Américains en général, parce que pour pouvoir être en premier lieu, se faire adorer, aduler, il faudrait qu'il ait des personnes qui le fassent. Il y a un roi, oui, je suis désolé Tatiana, je vois que tu lèves les yeux, mais il y a un roi et si jamais il n'y a pas une cour pour aduler et servir ce roi-là, ce roi n'a pas de raison d'être. Ils vont maintenir
ces personnes. Tu dis qu'ils sont en train de payer les différentes personnalités. Quand tu regardes un président Macron, c'est le prolongement de l'Amérique qui est en train d'agir. Il a toujours, bon, toujours j'exagère peut-être, mais il a souvent agi plus pour les intérêts des Américains que pour les intérêts des Français. Ils ont tout intérêt à maintenir ce genre de personnes. Donc, cette intelligentsia qui découle et qui dépend des Américains aura des raisons d'être et de continuer pour que cette mainmise américaine soit sur l'Europe. Alors, Tout à fait. Tout à fait. vous parlez des Américains et des États-Unis comme si les États-Unis de Biden et des États-Unis de Trump, c'est la même chose. Oui. C'est pas les mêmes Amériques, c'est pas la même chose. Souviens-toi, la fois passée, quand on avait eu notre débat, tu étais en train justement de soutenir de manière prononcée le fait que ce ne sont pas les gouvernants qui sont en train de diriger le monde, mais ce sont les lobbies qui sont à côté. Donc, peu importe qu'il ait des démocrates ou des républicains, ceux qui regardent leurs propres intérêts sont là, ils sont en train d'opérer, ils sont en train de réagir, et pour eux, il faudrait qu'il ait justement ce champ européen où ils peuvent s'exprimer. Oui. Mais de la même façon qu'il y a deux États-Unis, il y a aussi de l'Europe. Là, on parle de l'Europe euro-atlantiste, qui, je veux dire, à la solde de mondialistes aujourd'hui. Oui, il faut sauvegarder l'Europe, mais l'Europe de nations, oui, il faut sauvegarder l'Europe, l'Europe qui peut devenir souveraine et qui travaille dans son intérêt. Aujourd'hui, l'Europe et les dirigeants européens travaillent dans les intérêts d'euro-mondialistes, de l'euro-atlantiste, dans ce merveilleux monde, je veux dire, dirigé par les finances et selon les règles érigées pour les biens, d'abord, avant toute chose, eux. Et par la suite, je veux dire, de mettre tout le monde dans la même couvette. C'est pas la même chose. Oui, l'Europe a donc un système, oui, peut-être allié avec les États-Unis, mais je veux dire, l'Europe des États, oui, mais l'Europe telle qu'il est aujourd'hui, c'est pas l'Europe des États, c'est pas l'Europe qui travaille dans les intérêts ni de son peuple, ni d'États finalement qui l'entourent. Aujourd'hui, je dis, cette élite-là, elle est en opposition aujourd'hui avec ce qui se passe aux États-Unis. La preuve, il passe son temps à d'être constamment échangé. Elle aimerait bien que Trump repart et que ça revienne, je veux dire, à peu près la même clique qui était là avant. Je veux dire, qui travaillait pour le même patron. Le mondialisme. On était de ça pour mettre ce super système en place. Les Russes arrivent et ils cassent tout. Bon, d'accord. Mais surtout, ce que je veux dire, aujourd'hui, les mondes changent parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'opposent à ce monde-là. Et le monde, il ne faut pas les séparer aux Européens, aux Américains, aux Russes. Il y a le monde qui va vers le mondialisme et il y a le monde qui va vers les nations. La différence, elle est là. Tatiana, pour l'instant, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui existe réellement? Ou l'Europe des mondialistes ou une autre Europe? C'est l'Europe des mondialistes qui agit, tout simplement. Donc, mais dans l'Europe de mondialisme, aujourd'hui, il y a d'autres Europes qui sont en train de s'éveiller et de se créer. Oh, mais attends, c'est pas fait pour l'instant, malheureusement. C'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas fait, mais c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Et ça va aller beaucoup plus vite que ce que vous le croyez. Beaucoup plus vite. Parce que sans argent, l'Europe n'est rien. Parce que c'est la seule chose qu'elle a. Elle n'a rien d'autre. Et s'il ne peut pas produire de l'argent, elle ne peut rien produire. Donc, elle est morte. Michel? Oui, mais Tatiana, tu parles de l'Union européenne, oui, pas l'Europe, parce que la Russie aussi c'est en Europe. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu parles de l'Union européenne. Je suis d'accord avec toi que l'Union européenne va éclater, mais pas tout de suite. Moi, je ne pense pas que c'est tout de suite. Et en plus, c'est que moi, ce que je crains, que le monde occidental a besoin toujours d'un chef. Hein, a toujours besoin d'un chef. Non, les Américains, c'est un chef. C'est des chefs depuis après la Deuxième Guerre mondiale, ils sont chefs. Ils sont encore chefs aujourd'hui. Le problème maintenant, c'est qu'ils ont un chef qui est faux, hein, qui est complètement faux, hein, qui va foutre en l'air son propre pays, hein, déjà, qui va foutre en l'air l'Amérique latine et aussi le voisin canadien, etc. Et je ne crois pas que l'Union européenne soit éclatée avant que Trump soit éclaté. Moi, je pense, parce que moi, je crains une guerre civile en Amérique. C'est possible. La guerre civile en Amérique, c'est possible. C'est fort possible qu'elle aura lieu avant que l'Europe explose
Je sais pas, je crois pas, mais peut-être que ça peut se produire en même temps. Que Trump va envahir, qu'il y aura une guerre avec le Venezuela, ça, je crois absolument pas. Et que l'Europe va se disloquer sur, on va dire, plusieurs mini-blocs à l'intérieur d'Europe, ça va être fait et beaucoup plus vite que ce que vous le croyez. Voilà. Donc, ça veut dire que pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Fini. Oui, mais La Constitution Michel, le problème, débloque c'est que à Tatiana l'intérieur s'est enfuie à d'un ça prend Moscou. du temps. Elle ne peut pas nous payer le. Ouais, je vous ai dit que je vais vous les payer. Je vous l'avais déjà dit 1000 fois. D'accord, j'ai perdu. J'ai tort. J'ai eu raison surtout, mais j'ai perdu. Si vous voulez vos bouteilles de champagne, c'est ça le principe. Il n'y a aucun problème. Vous voulez quoi? Que je vous envoie en chronopost directement de Moscou? Remerciez l'Union européenne, on a des sanctions, je peux pas les faire. Donc vous allez gentiment attendre que je sois de retour et après on verra, d'accord? On Si c'est ça. t'attend. Tatiana, Tatiana, on t'attend à Paris. Tatiana, Voilà. moi, je vais te rendre les choses encore plus simples. Envoie-moi juste une photo d'une bouteille de champagne, ça fera mon affaire. Écoute, vous voulez me dire que je dors. Vous ne m'entendrez jamais dire que je dors, tout simplement Tu l'as parce que dit je sais tantôt. que Tu l'as dit tantôt. Tu l'as dit tantôt. Oui, attendez, j'ai dit qu'il n'y aura pas de pont, il y aura. J'ai dit qu'il n'y aura pas de pont, il y aura comment on appelle ça? Vous me troublez là, le truc là, le truc, le machin. C'est pas grave, Tatiana. Comment on appelle ça? Le Non, mais c'est tunnel, pas voilà. grave. Le tunnel, Tatiana, le tunnel. Tatiana, je te taquine tout simplement. Tu sais Non, vous tu ne sais que me j'aime pas. bien. Non, non, vous me blessez dans le plus profond de moi. Voilà. Bon, je suis désolé, c'est pas l'intention. Théo, Michel, c'est pour toi. En Angleterre, Ah oui. le prince Andrew renonce à tous les privilèges qu'il possédait, les privilèges de la couronne, s'entend. Depuis plusieurs années, son nom est lié à celui de Jeffrey Epstein, un criminel sexuel américain mort en 2019. Le prince reconnaît que les soupçons qui pèsent sur lui nuisent à l'image et au travail de la famille royale. Il ne portera donc désormais plus aucun titre honorifique. Alors, est-ce qu'on parle de ça au Canada? En tout cas, si on en parle, j'ai raté l'information. Je ne suis pas au courant, personnellement. Et je ne veux pas dire par là que on n'en parle pas. Peut-être qu'on en parle effectivement, mais j'ai pas suivi ça, Et pourtant, le Canada, personnellement. on s'intéresse beaucoup à la couronne, non? Oui, on s'intéresse à la couronne, mais comment dire, c'est plus folklorique, c'est plus culturel que vraiment un intérêt semblable à celui des Britanniques, par exemple. Je suis d'accord avec Michel parce que j'ai un ami anglais. Il me dit encore il y a quelques jours, hein, la famille royale, c'est comme le zoo, pour que les gens viennent voir. Oui. Moi, je les croyais être plus intouchables que ça. Et là, vraiment, quand même, c'est un scandale assez étonnant. Ah ouais. Moi, je les croyais plus intouchables que ça. Ça peut en être depuis plusieurs années, cette histoire. Oh oui. Là, ça commence vraiment à éclater en plein jour. Parce que pour qu'il soit déchu de ces trucs-là, c'est parce que il va porter le chapeau pour pas mal de monde. Oh oui. Oui, pas mal d'autres. On a choisi la couronne royale britannique pour porter le chapeau. Et ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Ah oui, On a choisi le mouton noir de la famille. Peut-être. Mais enfin, la famille royale britannique était toujours intouchable, même avec les moutons noirs. Et pourtant, Dieu sait que, je veux dire, ils sont tous pourris là-dedans. Hein. Mais c'était toujours intouchable. Enfin, en tout cas, c'était un vrai scandale, cette histoire, Einstein. C'est pas fini, hein. Et c'est pas fini. Et surtout qu'il y a encore des points qui n'ont pas été révélés, qui n'ont pas été dévoilés. Et je pense que c'est tu de manière exprès. Parce que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on sait et que l'on voit. En tout cas, pour moi, la meilleure illustration de la situation de ce dossier Epstein, c'est vraiment un iceberg. La partie, ce qu'on voit, c'est vraiment la partie visible, ça nous impressionne, etc. Mais celle qui est cachée est encore plus crasse que Ah oui, ce oui, qu'on c'est imagine. clair, net, c'est sûr. Ah oui, ça va bien ressortir. Hein. Avec des services à l'intérieur, etc. Et c'est pas terminé parce que ça continue tout à D'ailleurs, tellement on parle beaucoup du Mossad, apparemment. Et à propos de Mossad, alors Gaza.
Quelqu'un veut dire quelque chose sur Gaza? Bon, je pense que si on plonge là-dedans, on en a encore pour 1 heure et demie, hein. Mais moi, j'avais dit quand la liste d'Epstein curieusement a disparu, parce que Trump a dit, mais quelle liste? Il n'y avait pas de liste. Moi, j'avais dit qu'il a utilisé cette liste pour un petit chantage pour faire voter au Congrès la loi pour le stablecoin, qui est quand même, excusez-moi, un couteau dans le dos de petits gentils dollars qui, on va dire, le roi du monde. Et j'avais dit qu'il a fait ça, il va voter le truc, il va éliminer, là il profite du fait qu'il n'y a pas de budget pour éliminer beaucoup, beaucoup de choses pour les licencier, parce que la loi américaine, elle autorise de licencier tous les gens sans aucune explication, en tout cas ceux qu'on ne veut pas. Et j'avais dit que vous allez voir, une fois que ça sera réglé, les noms, ils vont quand même réapparaître. Donc maintenant, on va bien voir ce qu'on va ressortir jusque-là, qui a été caché. Voilà. Moi, personnellement, et sur cette histoire de Gaza, je sais pas, c'est peut-être mes racines africaines qui parlent à ce moment-là. J'ai l'impression de revivre la conférence de Berlin, où des étrangers décident de ce que vous devez faire sans que vous ayez un mot à dire. Où on ne parle pas de réparation de ce que vous pouvez subir, que vous avez subi et que vous continuez de subir. Et c'est là où c'est choquant. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec certaines personnes quand ils évoquent cet accord de paix comme étant un accord colonialiste. C'est vraiment ça. Il y a des gens qui décident de votre sort sans que vous ayez le droit de dire un mot ou de protester de quelque manière. Et si jamais vous protestez d'une quelconque manière, ben, on vient vous frapper dessus. Complètement. Donc, Michel, s'il te plaît, ça veut dire que c'est toujours une bombe à retardement? Oh, toujours. Ah oui, ça c'est clair, oui. Toujours. Oui. Qui va Encore une péter. fois, c'est ça. Encore une fois, ils ont traité superficiellement le problème. Et c'est un peu ça que je remarque comme un modèle récurrent chez le président Trump. Il évoque des situations en surface. Par exemple, là, il est en train de dire, voilà, j'ai pacifié déjà 8 pays, maintenant il est à 8 et il va passer à 9 bientôt. Mais quand on prend le temps de vérifier en détail quels sont les différents points où il se revendique pacificateur, on s'aperçoit que toutes ces choses sont encore traitées superficiellement et de cette superficie de traitement, de cette superficialité de traitement, ça fait que les vrais problèmes, les vraies raisons ne sont pas évoquées et ça finit par ne pas résoudre le problème. C'est comme si jamais tu as une blessure qui est infectée, tu dis c'est pas grave, je vais placer juste un pansement dessus. C'est vrai qu'on ne voit plus la blessure, mais le problème n'a pas été réglé. Il va finir par ressortir, il va finir par se développer encore et c'est malheureusement ce qui va arriver. Moi, je suis d'accord. Oui. D'accord, ça va repartir. Oui, c'est ça. Exactement ça. Bien. Eh bien, nous allons aller ensuite. Ah, oui, encore une catastrophe, en fait. Cette nuit, l'agence Standard & Poor's a dégradé la note de la France. Ouais, sans surprise, l'agence de notation invoque une incertitude élevée concernant nos finances publiques. Avec ce commentaire, je cite, la France traverse sa plus grave instabilité politique depuis la fondation de la Ve République en 1958. En fait, Ouais. Encore dégradé aujourd'hui. Donc, les taux d'intérêt qui vont augmenter. Ouais. Ça me concerne. T'es complètement fou. Vous voulez dire qu'on n'aura pas de facilité d'avoir du pognon? C'est ça? Comment? Oui, oui. Vous voulez dire qu'on aura quelques difficultés d'avoir du pognon, genre Les fabriquer un... petites gens. C'est ça. Pas là-haut, mais les petites gens, oui. Ben, vous savez, les grands gens, excusez-moi, ils vont C'est pas nos s'en enfants. sortir mieux que ça, hein. Moi, je suis Parce dans qu'en plus, l'immobilier. les petits gens, ils ont l'habitude de vivre petit. Et les grands Oui, gens, ils n'ont pas cette habitude-là. la classe moyenne qui va être encore touchée. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. que C'est moi, là, j'aide les jeunes à s'installer, à devenir propriétaires. Et là, ça va être très compliqué. Ah Et non, je sais c'est qu'à un moment fini. donné, les parents vont être obligés de mettre la main à la poche pour aider leurs enfants. Les Ils crédits, le c'est font fini. déjà. Ils le Et font là, c'est déjà. encore plus parce que comme ils veulent taxer comment dirais-je, les héritages,
Donc, Oui, et les parents vont devoir aider les enfants à s'installer. C'est fini les crédits, la propriété pour bien, 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 je veux dire, quelque temps pour, à pas dire toujours, parce que les systèmes changent. On fabriquait l'argent à partir d'une dette. À partir du moment quand on a d'autres façons pour fabriquer de l'argent, on n'a plus besoin d'émettre une dette, donc plus besoin de faire des crédits, donc plus besoin d'avoir des gens qui achètent les maisons et qui deviennent propriétaires. C'est, on va dire, c'est logique. Et la seule chose qui peut, à la limite, rassurer un petit peu, c'est que dans les années 90, nous avions les taux d'intérêt immobiliers à 19% en Mhm. France. Là, on est à 4. C'est-à-dire qu'on a repris un point depuis que la CDE a dégradé la note. Mais dans les années 90, on était quand même à 19. Donc il y avait C'est pas toujours des suffisant. tractations. Les gens continuent à acheter, à déménager, à bouger, et puis voilà. C'est pas ces taux d'intérêt-là qui sont ennuyants. Les taux d'intérêt auxquels l'État sera obligé d'emprunter. Et oui. C'est ça qui est très embêtant. Et aujourd'hui, l'État ne peut pas payer les fonctionnaires, il ne peut pas fonctionner, l'État français ne peut pas fonctionner s'il ne renouvelle pas sa dette. c'est pour ça ils vont taxer les retraités, ils vont taxer C'est pas si simple que ça. les C'est pas faibles, si simple que ça. tout Ils en sont obligés préservant les d'évaluer. riches. Il faut dévaluer l'euro. On peut pas dévaluer l'euro parce que je veux dire, ça va être dramatique pour l'Europe. Donc, tant qu'on est dans un système Non, européen, on peut il y a pas un pays, dévaluer. il y a un pays On qui va est passer à l'euro bientôt, là. Mais alors, Michel, comment on voit la France du Canada? Ben, l'image de la France n'est plus ce qu'elle était auparavant, hein. Il y a cette présentation d'une France florissante, d'une France glorieuse. C'est fini. Le vernis a craqué et on est en train de s'apercevoir que ce n'est plus aussi beau, ce n'est plus aussi intéressant. Et malheureusement, les différents gouvernements français qui se sont succédés et depuis à peu près une vingtaine d'années, n'ont pas vraiment aidé. Et celui qui, je pense, est venu mettre vraiment le dernier clou sur le cercueil à jour, c'est l'actuel président. Et moi, dès le départ, je disais toujours, je pense que c'est le pire président des Français. Et je suis malheureusement triste de remarquer qu'au fur et à mesure que le temps passe, ça ne fait que se confirmer au point que non seulement la présidence est maintenant bafoué et dévalué, hein, pour ainsi dire, dans le monde entier, c'est que le président français dit aujourd'hui, personne n'y accorde un certain crédit. Mais en plus de cela, c'est que comme il représente les Français, ben c'est la France tout entière qui finit par être traînée dans la boue par rapport à cela, alors que les Français sont des personnes tout à fait louables, acceptables, mais à cause de la politique qu'adopte le gouvernement, la direction des choses, ben, ça finit par se réjaillir sur la population qu'ils sont censés représenter. Et donc, ça donne cette étiquette-là. Et au Vietnam, comment on voit la France? Ben, au Vietnam, ils sont tristes pour la France, en fait. Ouais. Ils sont tristes pour les Français. Ils sont toujours étonnés pourquoi un tel personnage est toujours président des Français. Voilà, donc ils ne le savent pas. Ils ne veulent pas croire que c'est peut-être la réalité. Certains qui disent que parce que c'est la finance qui l'a mis en place et que le finance qui dirige, et c'est pour ça il est là. Mais pour les Vietnamiens, c'est inconcevable. Pour la majorité des Vietnamiens. Hein, je parle. Bien sûr, il y a certains qui aiment toujours Macron, mais la majorité, je peux dire 80%, qui sont très étonnés et qui cherchent à comprendre, qui me posent des questions. Moi, je ne peux pas répondre non plus. Donc, c'est comme Michel a dit, hein, il nous a jetés dans la boue. Maintenant, on est moins fiers d'être français à l'extérieur. Avant, on monte le passeport français à l'aéroport, on passe beaucoup trop vite. Maintenant, ben non, 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 on les garde comme si vous êtes de la planète Mars. Et ça, c'est une réalité. Et vraiment, un seul homme qui peut bafouer l'image d'un pays.
Mais c'est très grave, quoi. C'est très, très grave. Et moi, ici en Bretagne, quand je pars avec les Bretons et puis je pars avec les Français, c'est vraiment des Français, c'est des Franco-Français. Hein. C'est pas comme à Paris, il y a beaucoup de Français, mais on sait pas, un petit peu métissé, n'importe. Hein. Mais ici, c'est vraiment des Franco-Français. Eh ben, ils ne veulent plus le Macron. Oui, c'est incroyable le Ils ne nombre. veulent plus Macron. Non, mais c'est l'homme qui a réussi à creuser un trou dans le fond du trou. Alors, il a réussi à creuser encore plus profond. Là, Oui, il faut le faire, quoi. Il faut être balèze pour réussir à faire plus profond, quoi. c'est ça. 60% des Français qui veulent que Macron démissionne. 60. Bah, ça se comprend. Et Papy fait de la résistance. Incroyable. En Russie, la France. J'ai été complètement sidéré. J'ai fait le tour de la presse internationale pour voir les critiques sur Macron. Oh, mon Dieu, mais Ah oui, mais... les journaux britanniques, américains, mais fou. Alors, on ne parle pas des journaux moscovites. Hein. Non, je ne parle pas de ça. Mais les journaux Non, mais occidentaux. je répète encore une fois, Mais, la France en Russie a su garder encore son rayonnement. Les Russes adorent les Français, ils adorent la France, la culture française, les livres français, enfin, c'est les littératures françaises. Aujourd'hui, en Russie, quand tu montres ton passeport français, c'est une garantie d'un bon goût. C'est une garantie d'une connaissance, c'est un raffinement. Les gens, quand on parle français dans les rues, s'arrêtent et parfois même demandent est-ce qu'on peut vous écouter parce que votre langue est tellement belle et rien que les écouter, ça me fait très plaisir. Non, non, la France a su garder vraiment son rayonnement auprès des Russes. Ça a encore, on va dire, c'est encore ce comment dire le passé et les relations que la Russie a eues donc avec la France et vice versa, ça a encore laissé une empreinte assez large. Après, en ce qui concerne les présidents, le Russe dit que les derniers vrais présidents de France, c'était Chirac. À partir de Chirac, il n'y avait plus de président français qui était élu pour les Français pour les Français. Et à partir de ce moment-là, c'était que des gens qui étaient mis sur ce poste-là par les finances et par les intérêts mondialistes. Et à partir de ce moment-là, tout a été fait pour justement dénigrer la France. En ce qui concerne Macron, c'est vraiment le chouchou des médias russes. Je veux dire, dès qu'il y a une réunion quelque part et tout, il y a toujours une page spéciale. Et alors, notre petit Macron, qu'est-ce qu'il a encore fait? Je veux dire, ça rentre dans les bêtisiers. Comment est-ce qu'il a serré la main à Trump, surtout le Trump? Ah oui, on voit quand même sur son visage qu'il est mal, mais il est quand même très, très courageux. Il essaie de maintenir sa petite main, même si on sent qu'il a du mal, parce que vraiment, il n'y arrive pas, même avec tous ces petits biscottons, comment dire, bien retouchés par des photos. On se rappelle très bien quand on l'a attrapé son petit doigt avec Erdogan. Donc forcément, on dit alors, c'était comment maintenant avec Erdogan? Ah bah oui, là, il chope les deux mains, etc. On se rappelle toujours de Baf qu'il a reçu. On fait toujours des histoires de soi-disant de petites des coquetteries entre Macron et Zelensky en disant que le pauvre Zelensky, dès qu'il ne va pas, il va toujours appeler son petit Macron, qu'il va toujours les promettre. Ici, je veux dire, incessamment d'envoyer les grandes troupes de soldats français qui vont tout réparer. Enfin bref, c'est toujours comme ça. Ça fait vraiment partir de bêtisier. Mais, encore une fois, je dis Macron d'un côté, la France de l'autre. Les deux ne sont pas mélangés et on dit ici, Macron, c'est pas un président français. Voilà. C'est un envoyé de Rothschild pour détruire le pays. Non, mais on a compris que Macron était un sujet de plaisanterie en Russie. Mais voilà, mais je veux dire, on sépare bien les deux. Un sujet de plaisanterie en France. Mais pas du tout. Non, je sais. Tu vois? Je sais. Mais... Chaque décision qu'il prend, c'est une catastrophe, donc automatiquement, on ne peut pas jouer dessus, quoi. On est désolé, on est attristé et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Le drame, c'est que les décisions qu'il est en train de prendre, ce n'est pas toujours dans l'intérêt de la nation. En tout cas, c'est que moi je perçois, c'est plutôt dans ses intérêts à lui. Il vous a déjà dit qu'il va rester jusqu'en 2027. Il est en train d'utiliser toutes les ressources pour pouvoir rester jusqu'en 2027. Éviter le vote des Français. Évidemment.
Et tout le monde, tous les autres députés, tout ça, ils participent à tout ça pour éviter le vote. Ben, chacun est en train de regarder ses propres intérêts. Il y a certains qui n'existent que parce que il y a ce président à la tête du pays. Le jour où il cesserait de partir, non seulement qu'ils n'ont pas le profil du politicien euh, acceptable, mais ce sont des personnes qui, à certains moments, quand vous le regardez, vous dites, il est vraiment ministre, celui-là? Là, ils profitent du système, cela, ouais. Eh oui. De toute façon, c'est de plus dirigé par l'appareil d'État, la France. C'est dirigé par des consultants et par des corporations. Donc, une fois qu'on l'a compris, je veux dire, c'est même plus la peine de parler de quoi que ce soit. Et par des L'appareil copains. d'État, aujourd'hui, il est inexistant. Et par Il des est groupes de inexistant en copains. France. Ouais, des copains. Par des copains, par des, comment dire, des consultants, des boîtes, des mecs qui ont acheté. La France a été vendue à la découpe. Merci Macron. Si, qu'est-ce que tu peux peut-être finir ce débat? Euh, moi, j'ai toujours un espoir, moi. Pas pour l'Ukraine, hein, pour la France. J'ai un espoir, toujours. J'ai un espoir toujours que encore 18 mois. Et c'est le coq, hein. Ouais. Il est 18 deux pieds dans la mois, merde et toujours en train de chanter. Bien sûr. 18 mois, en même temps, c'est long, en même temps, c'est court. Parce que si maintenant on va retourner au vote pour législative, ça ne résout pas le problème non plus. Et lui, étant donné qu'il ne veut pas démissionner, donc on doit le supporter encore 18 mois. Et une chose ce matin que j'ai vue, je ne sais pas si j'ai bien vu, mais Zelensky, quand il est retourné chez lui après Washington, sur son X, il a envoyé les comptes rendus aux gens, hein, à ses copains. Et sous la liste, j'ai pas vu Macron. Sous la liste, voilà. Tu as vu? Il a téléphoné direct. C'est ça. Ah, il a téléphoné direct. Donc sur Ouais. X, il n'a pas mis Macron, il a mis von der Leyen, il a mis Stammer, etc. Mais j'ai pas vu Macron. Non, il a appelé, d'accord. il a appelé directement, tout de suite après. Ah, d'accord. Donc ils sont toujours très copains, ils sont toujours très va-t-en-guerre. Et moi, une seule chose que j'espère, hein, qu'il ne va pas nous pousser dans la guerre en Ukraine. Parce que Ouais, lui, il veut absolument cette guerre. il y a le nouvel ministre des Armées, aujourd'hui, là. C'est vrai que la dame ne donne pas vraiment les vibrations de ministre des guerres. Ouais, elle bafouille en plus. Ah oui, voilà. Elle récite un texte qu'elle a dû apprendre par cœur rapidement et très mal dit. Ah oui, mais attention, cette dame, elle a envoyé une lettre aux hôpitaux d'être Oui, prêts. elle suit les ordres, elle suit les ordres. Ah, elle a envoyé cette lettre et qu'on a enchaîné, qui a découvert. Donc c'est une va-t-en-guerre, cette femme. Oui, bah, elle est là pour Écoute, ça, elle est pour suivre le mouvement, c'est tout. écoute, tous les hommes politiques aujourd'hui en France sont en train de réfléchir à 27. Et tous ceux qui vont se mettre à côté de Macron aujourd'hui, ils vont tous être grillés. Donc, ils vont tous prendre un petit peu de distance. On est en train de trouver, je veux dire, où qu'on peut acheter ou qu'ils ne sont pas très capables et ils disent c'est notre unique chance de réussir à faire quelque chose. Que vous voulez, c'est là, voilà, elle s'est grillée déjà avec les hôpitaux avant, elle n'a rien à perdre, on la met là pour, entre guillemets, boucher les trous. Mais bon, les hommes politiques aujourd'hui, ils pensent tous à 2027, ils ne vont pas se griller, donc ils vont tous laisser faire. Ils ne sont pas en train de penser ni à la France, ni aux Français, ils pensent à leurs petites, comment dire, affaires Oui, mais politiques. Voilà. Tatiana, ces va-t-en-guerre, ils sont des fous furieux. Ils peuvent inventer encore et encore des trucs. Ils vont inventer tout genre, ils vont tout donner sur le dos de Poutine et la Russie. Et à ce moment-là, on aura une guerre. Alors, Ils ont pas j'aimerais trop. juste dire une chose, je ne sais pas, peut-être que je suis trop optimiste par rapport à ça, c'est que ils peuvent dire beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas agir en fonction de ce qu'ils sont en train de dire parce que même si jamais ils voulaient utiliser des armes, les armes, ce sont des armes américaines et si les Américains disent niet, ils ne peuvent rien faire. Pour moi, d'ailleurs, c'est pour ça que cette rencontre en Hongrie, je pense que c'est plus une rencontre où le président Trump et le président Poutine vont se rencontrer pour dire, bon, depuis l'Alaska, on a dit beaucoup de choses, où est-ce qu'on en est? On remet un peu les choses au clair entre nous, puis après, sur la place publique, on va dire n'importe quoi pour que, de toute façon, le jeu est déjà clos, le match est déjà terminé. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est du théâtre. Et donc,
l'Union européenne, les tendances de guerre, les guerriers de l'OTAN et autres, je pense qu'ils correspondent un peu à cette fable de La Fontaine sur la mouche et le coche. Il va tourner autour, il va embêter tout le monde, mais il n'apporte absolument rien et à la fin, il dit, ben, payez-moi. C'est un peu ce que le président français fait. Il part partout et dès qu'il y a quelque chose, ben, c'est nous qui avons contribué. Il y a un accord de paix à Gaza, ben, c'est nous. Il y a telle situation, c'est nous. Oh, il a ramené sa Alors, fraise, c'est drôle. ben, c'est ça. Et c'est au point qu'on commence à te dire, ah tiens, tu as fait profil bas cette fois-ci. Comment tu étais loin là-bas alors que tu as l'habitude d'être derrière? C'est ça. Donc, ils vont dire des choses, ils vont déclarer des choses. Ils ont intérêt à maintenir une peur pour que les gens cherchent à les garder sur place parce qu'ils se présentent comme étant les défenseurs de tout le monde. Mais sur les faits, ils n'ont pas le pouvoir de faire ce qu'ils sont en train de dire. Si jamais on doit reprendre une expression que le président Trump a utilisée, les vrais tigres en papier, c'est l'OTAN aujourd'hui. Alors, C'est Poutine qui l'a dit, c'est non, pas... il a Non, Trump l'a dit de la Russie. Michel, il a Ah la oui, possibilité d'engager des troupes en Ukraine, bien sûr, mais ces troupes Poutine a dit, je seront sais. très rapidement maîtrisées. Oui, il y a déjà les Français qui meurent sur le front. Vous ne voulez toujours pas l'entendre, mais il y a déjà plein de Français qui meurent. Mais c'est pas ça qui... Oui, parce Vous qu'il y a savez, LCI, ils ont un Français qui est sur le terrain là-bas, et qu'ils interviewent. Hum, Et hum. il y a une vidéo qui circule où il y a, je sais plus le fameux général, je sais plus comment, là, le Pantin, là. Et il disait, il va y avoir un mur anti-drone. Et il y a le gars qui se met à rigoler, il dit, mais attendez, on se bat avec des drones filaires. Il dit, il va y avoir des champs de fil. Il dit, mais c'est infaisable. Il dit, sur le terrain, c'est. Il expliquait que il était avec il combat avec les Ukrainiens, donc il expliquait qu'ils étaient un groupe de combattants en front et qu'ils se retrouvaient avec 50 drones au-dessus de la tête, quoi. Donc bah, ils pouvaient plus rien faire, ils pouvaient plus bouger. Et il disait, mais un mur de drones, c'est tellement impossible et c'est complètement fantaisie, c'est ne pas connaître la Il y a situation. des drôles pour faire un mur. Enfin, Bah oui, bref. Dites-moi, est-ce qu'on a entendu parler en France de rencontre qui aura lieu avant, donc rencontre de Trump et Poutine, la rencontre entre Lavrov et Marc Rubio? Oui. Oui. Et ça, c'est important aussi, parce que jusque-là, on avait toujours Ushakov, enfin, on avait Utkov, excusez-moi, on avait d'autres personnages. Marc Rubio, il s'est toujours tenu à l'ombre. Marc Rubio, il représente l'État profond. Je veux dire, c'est, on va dire, la garde-fou auprès de Trump. Le fait que c'est lui qui va être mis en premier plan, c'est important. Ça veut dire que là, Poutine, il va, on va dire, commencer à réellement parler avec les représentants de l'État profond. Et ça, c'est intéressant. Et c'est cette rencontre-là entre Lavrov et Rubio qui va être, on va dire, plutôt déterminante. Quand Poutine et Trump vont se rencontrer, c'est que les choses, elles seront déjà gérées et réglées avant. Les présidents ne règlent pas les choses ensemble. Il va y avoir également le vice-président. Oui, bien sûr. Donc, on est dans cette situation-là. Quand les deux présidents de deux puissances, et je suis désolé, la Russie aujourd'hui, c'est une puissance mondiale. Quand les deux présidents de deux puissances mondiales se rencontrent, ils ne se rencontrent pas pour parler et résoudre les problèmes. Non, ça veut dire que tout est déjà prêt et ils se racontent juste pour mettre, on va dire, les dernières petites choses au pas et faire des signatures. Voilà. Mais pourquoi tu es désolé que la Russie est puissante? Pour moi, la Russie est toujours la puissance. Non, je suis désolée dans le sens que, ben, que l'Europe aujourd'hui, il est jeté au loup au pâturage, quoi. L'Europe aujourd'hui, ce sera celle qui sera bouffée et qui va payer tous les pots cassés. Et à mon avis, un peu à juste titre. Ça va faire comme après la Première Guerre mondiale, quoi. C'est ça. Oui. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie tous. Ça fait presque 2 heures. Eh oui. Voilà. Merci beaucoup. Ma fille qui est venue me rendre visite de Marseille à Moscou, voilà, et qui crie famine à la cuisine. Et je vais donc aller là. Et qui est très contente de son petit week-end à Moscou, là. Bon. Et notre petite Parisienne. Alors, moi, j'ai une petite anecdote. Je me suis arrêté hier dans un village
où il y avait un tout petit restaurant de rien du tout pour manger le midi, tranquillement. Il y avait un menu complet. Et le plat était ravioli. Bon, j'ai dit, OK, pas de problème, ravioli. Je vois arriver l'assiette. Je dis, mais ça, c'est russe. J'appelle le patron, je dis, excusez-moi, mais votre cuisinier, c'est un russe? Non, c'est ouïghour. Donc, j'ai mangé des pelmeni ouïghours. Oh, je suis régalé, c'est un Waouh. plaisir. Et comme quoi, l'amitié franco-russe n'est pas alternée, bien au contraire. Ben, moi, je mangeais des rochtis. Aujourd'hui, je mangeais des rochtis Bélarus. Voilà. Ah, ça, je suis jaloux, parce que j'aime bien ça aussi. Super bon. La Bélarussie, c'est vraiment les rois de la patate. Hein. Et Ouais. Tatiana, j'ai des amis qui habitent en Russie qui sont très très contents d'être en Russie. Et Ouais. ils ont dit qu'ils ont toujours l'essence. Ce qu'on dit en France, que la Russie manque d'essence, c'est un mensonge. Ah, je regarde vidéo, les Vietnamiens qui vivent en Russie, ils ont fait un tour jusqu'à Luhansk, hein, etc., etc. Donc, ils ont dit que tout ce qu'ils disent en France, il faut diviser par deux. Partout, seulement? Seulement partout? Non, mais on vit bien en Russie aujourd'hui. On vit bien, on vit bien. Et ça, les Bah, deux surtout à choses qui Moscou, quand même. Hein. ce qu'on mange super bien, ça c'est vraiment la qualité de produit est excellent, première chose. Et deuxième chose, les choses qui m'impressionnent vraiment, en tout cas à Moscou, ça se construit partout, partout, partout. Ça se construit partout. C'est quand même dingue. Les nouvelles maisons, les rénovations, les stations de métro, les routes, des ponts. Si la Russie dépense 70% de son budget dans l'armement, je suis sûr qu'il va dépenser au moins 80% dans la rénovation de tout ce qui est autour et dans la nouvelle construction. Bah, à Moscou. Oui. Oui, c'est ça. C'est à Moscou. Surtout Moscou. Non, à Moscou, c'est encore, en Moscou, justement, non, mais c'est ça qui est dingue. Ce qu'ils disent qu'à Moscou, il y a un problème dans le bâtiment. Parce que ce qui se construit vraiment, je dis réellement aujourd'hui, c'est tout ce qui est déjà derrière l'Ural, mais aussi tout ce qui est autour. Aujourd'hui, même les moscovites se trouvent que c'est un petit peu snob de partir de Moscou parce que la ville est trop grande. Pour les enfants, c'est un peu compliqué, etc. Donc, il y a plein en ville, en plus de 150 kilomètres de Moscou, il y a plein de villages, plein de petites villes qui naissent. Les transports maintenant extrêmement rapides, extrêmement bien aménagés. Donc, Moscou, c'est une ville qui se vide de plus en plus. Et même avec ça, ils se construisent, mais ils se construisent aussi avec des bureaux, avec les investisseurs, il y a même surtout les investissements dans l'infrastructure qui sont faits, et ça, c'est vraiment impressionnant. Vraiment. Bon, eh ben, écoutez, merci beaucoup. Ah, merci. Merci et merci à toutes les personnes qui vont réagir à ce débat. Absolument. À bientôt. À bientôt. À bientôt. And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elle cloche tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de 30 sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France